La troisième est la bonne, Carlos Alcaraz a renversé l'idole Nadal aujourd'hui à Madrid. Il affrontera Novak Djokovic demain dans un match qui pourrait lui permettre de s'installer pour de bon à la table des très grands. On enfile notre plus beau costume, c'est le programme royal de votre nouveau digest de Madrid et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec la pépite Carlos Alcaraz qui n'en finit plus d'étonner, qui a détrôné l'idole aujourd'hui à Madrid, et ça part aussi d'une certaine approche mentale, hein. C'est ce qu'il avait dit juste avant la rencontre face à Rafa. Rafa est le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue, ça c'est clair, même s'il dit que je suis le favori demain, il a gagné 5 fois ici, donc il doit être le favori. On sait que Rafa adore être dans la position de l'outsider, c'est comme ça qu'il s'est défini en amont du tournoi, même quand il affronte un 150e mondial à Roland Garros au premier tour, il va toujours dire attention, le gars est super fort, il sort des qualifs, il a 3 matchs juste derrière lui, ça va être dur, il faut le prendre au sérieux, mais là ça n'a pas trop fonctionné avec Carlos Alcaraz qui sait très bien comment réussir à se libérer de cette pression. Il y a aussi les comparaisons en Espagne partout dans le monde entre Rafa et Alcaraz, entre Djokovic et Alcaraz, il faut dépasser ça et il arrive à le faire et c'est très très fort. Il le dit en vert, je suis le nouveau, le joueur qui ne devrait pas ressentir de pression contre l'un des plus grands de tous les temps, et on peut aisément imaginer l'influence très précieuse de Juan Carlos Ferrero sur Carlos Alcaraz. Juan Carlos Ferrero, il a été numéro 1 mondial, il a remporté Roland Garros en 2003, c'est un joueur confirmé, c'est un champion en Espagne. C'est peut-être qu'il manque également à nos jeunes Français de ne pas être entourés par ce type de champions, des gens qui ont l'expérience du très très haut niveau, qui savent en fait précisément comment remporter un majeur, comment aborder les plus grands matchs. Je pense que ça lui apporte du calme, de la sérénité, et on le voit dans le langage corporel de Carlos Alcaraz, il est confiant, il est positif, il est là pour kiffer, et c'est d'ailleurs ce que dit Rublev à propos de Carlos Alcaraz. Je trouve ces mots très intéressants, je voulais absolument vous les partager. Donc Rublev dit je peux voir qu'il est aussi vraiment amoureux du tennis, vous pouvez voir le feu dans ses yeux, et ça c'est très vrai, vous pouvez voir qu'il n'est pas ici à cause de la vie qu'il pourrait tirer du tennis, il est ici parce qu'il aime juste ce sport, peu importe quoi, et cela je le respecte vraiment. Et c'est sûrement ça en fait, la recette du succès de Carlos Alcaraz, c'est aussi ce qui pousse des Federer, des Novak, des Rafa à jouer jusqu'à 36, 37, 40 ans, c'est l'amour du jeu, c'est le feu intérieur, c'est la passion, et je pense que c'est au-delà du tennis, au-delà du coup droit, du revers, de la volée, des coups techniques, c'est la filiation qu'il y a entre Alcaraz et le Big Three, c'est cet amour du jeu, c'est ce feu intérieur. On bascule sur la nouvelle info du côté réseau et Novak Djokovic qui affrontera justement Carlos Alcaraz demain en demi-finale de Madrid, et on a retrouvé, je trouve, un bon Djokovic, on va le détailler dans le coin tactique, c'est le délicieux Quentin Monnet qui nous transmet cette petite citation. J'avais sans doute sous-estimé mon état émotionnel. Dans les mois suivants ce qui s'est passé en Australie, j'ai senti que les traces émotionnelles et mentales de ce qui s'était passé étaient encore là, je n'avais jamais vécu une situation pareille, ça a laissé des traces, et en fait il explique dans cet article, payant bien sûr, que sa semaine à Belgrade l'a beaucoup aidé, lui a permis de se libérer, retrouver de la confiance, il a joué des matchs difficiles, il perd contre Rublev en finale, mais je pense que c'est au-delà de ça, il a retrouvé le plaisir de jeu et il a pu se libérer. On termine dernière info dans ce côté réseau et des nouvelles de Daniil Medvedev qui est de retour à l'entraînement, on l'a vu cette semaine sur terre battue, et surtout il va avoir une wildcard à Genève, donc c'est la semaine juste avant Roland Garros, et ça c'est quand même assez prometteur parce que ça nous montre que Daniil, il va y avoir un focus sur Roland Garros, ça on en a déjà parlé, il va pouvoir essayer de se préparer en amont du tournoi, et pourquoi pas essayer de nous sortir une petite dingue. Et on enchaîne avec le coin tactique, on a 2 gros morceaux à décortiquer aujourd'hui, on va commencer par Djokovic Hurkacz, Hurkacz qui ressemblait un petit peu à un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ici vous voyez une petite amortie bien touchée, deuxième coup de raquette, le 1-2 amorti de la part de Novak Djokovic, et on a Hurkacz qui patine dans la boue là derrière, Alcaraz qui s'est blessé également à la cheville dans cette petite boue à 2, 3, 4 mètres de la ligne de fond, et le thème que je souhaitais aborder avec vous dans cette palette, c'est à quel point on a retrouvé un Novak serein, entreprenant, maître du temps et de la géométrie, beaucoup de longueur également dans ses coups. Alors en revers il y a eu un petit peu de déchets, il y a un winners, il y a 6 fautes directes, mais au total sur la balance il est à 16 winners, 13 fautes directes, donc c'est un joueur qui a engagé comme à son habitude un combat sur les points intermédiaires et les points longs, qu'il a dominé face à Hurkacz. Sur les points courts c'était relativement équilibré, j'ai trouvé, alors c'est peut-être la tenue aussi orange qui nous rappelle le Novak de 2015, mais c'était un Novak qui monte en puissance et qui retrouve aussi une arme très précieuse à Madrid, c'est le service, car oui on est en altitude, c'est une arme fondamentale sur ce tournoi, c'est différent de Rome ou de Roland Garros, c'est pas du tout les mêmes conditions. Ubi qui est à 0 balle de break sur cette partie, et surtout les stats elles sont effrayantes, Novak qui est à 81% derrière sa première, 68% derrière sa seconde, c'est complètement stratosphérique, il a trouvé du relâchement je trouve sur son service externe par exemple ici, avec un 1-2 tranquille de l'autre côté, ça c'est à confirmer bien sûr dans la durée, mais attention parce que l'équilibre subtil qu'avait réussi à trouver ces dernières années Novak Djokovic entre sa qualité de retour all-time et son service qui a largement progressé sous l'influence de Goran Ivanisevic, s'il arrive à faire cliquer ça contre Carlos Alcaraz en finale pourquoi pas, et sur les semaines qui arrivent là,
va falloir faire très attention à Novak Djokovic. Avant-dernière palette, petit coup de gueule, je suis désolé, mais là il faut le dire, il faut que ça cesse. On est en 2022, les arbitres de tennis ne servent plus à rien du tout. Ici vous avez un ace OT qui était super évident, alors après la caméra elle est dans l'axe, mais t'as Mohamed Layani là qui est juste à quelques mètres, qui arrive pas à voir le truc, qui va rien faire, qui va attendre que Novak Djokovic challenge. Évidemment la balle est bonne, la balle est sur la ligne. Donc là c'est officiel en fait, les arbitres de tennis en 2022 sont des babouins, ils ne servent à rien. On a vu ces dernières semaines certains se faire un peu chahuter par des joueurs, par Zverev, par Kyrgios, par Moutet également. Et en fait, là maintenant, on est dans une situation où ils sont juste là à annoncer le score, ils serrent les fesses, ils veulent pas trop se faire remarquer, parce que si tu overrules et que derrière, t'as un challenge qui va te contredire, le joueur, forcément, il va venir vers toi, il va te dire, mais qu'est-ce que t'as fait là, t'as complètement craqué. Donc je pense que la technologie les a pas du tout aidés à asseoir leur autorité, et désormais, c'est juste des gars qui sont là à dire 40-15, 30-40, c'est navrant. Allez, dernière petite palette sur ce match avant de basculer sur Rafa versus Carlitos, c'est le retour du suceur de cervelle, du Dyson, de l'aspirateur Novak Djokovic qui ici, alors comment il sait, il a des pouvoirs télépathiques le mec, comment il sait que la balle va arriver là, il va anticiper avant même que Hurkacz ait eu l'idée de l'envoyer dans cette direction. C'est ce que je voulais que je vous dise, Novak Djokovic, il a un don de prescience, il est omniscient, c'est un suceur de cervelle. Allez, on passe aux choses sérieuses, le gros match de la journée entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, victoire de Carlos Alcaraz en 3 manches, un match décousu, on a eu un deuxième set qui a pas forcément servi à grand chose, Alcaraz qui s'est bloqué la cheville à un partout. Ensuite, on a une personne qui a fait un malaise dans les tribunes. Donc on va vraiment se focus sur le set 1 et sur le set 3. Et je voulais commencer par cette petite palette ici. Une double faute de la part de Carlos Alcaraz. Il va y avoir break, débreak, break sur les 3 premiers jeux du match. Et franchement, je pense pas qu'il fasse cette double faute contre n'importe qui d'autre que Rafael Nadal, et c'est tout le poids de l'aura du joueur en face. Même si vous avez les plus belles intentions avant le début du match, quand ça compte, quand il faut servir une deuxième balle avec Rafa qui vous attend, et que si vous la ratez, vous êtes débreaké, vous faites de la faute, c'est inévitable. Petite tension au départ, et surtout, j'ai trouvé Carlos Alcaraz entreprenant assez vite sur les retours de service. Rafa et Carlitos, 2 retourneurs d'élite sur le circuit, et qui mettent la pression. Donc là, on voit un Carlitos qui va envoyer une banane ici croisée, et il a fait ce que tu dois faire contre Rafael Nadal, c'est le déplacer en puissance, donc à gauche, ensuite il a envoyé une bombe à droite, quand Rafa va reculer, va décrocher progressivement, là t'envoies une petite amortie, et ça Carlitos il l'a superbement bien réalisé. Troisième palette, je voulais mettre en lumière la variété dans le jeu de Carlos Alcaraz. Alors il y a 2 choses, le côté serein et la variété, la shot selection. Il va rarement se tromper Carlos Alcaraz, et surtout en fait c'est le coup droit, son coup droit c'est une espèce d'énigme, de mystère, ça on en a déjà parlé sur la chaîne, vous savez jamais ce que vous allez prendre. Il a fait dans cette position un petit chop à la Nick Kyrgios, il a également écrasé la balle à de nombreuses reprises dans cette position là, en décroisé droit devant également, donc en fait il a tellement de possibilités, c'est le champ des possibles qui s'ouvre à lui, et surtout quel toucher, quelle main, quelle petite patte, quel calme sur les points chauds, sur les points importants. Alcaraz il a pas envie que le joueur d'en face prenne les décisions pour lui dans les points importants. Ici, petite amortie délicieusement touchée dans ce secteur, Nadal qui a même par moments secoué la tête, il s'est dit putain franchement chapeau le petit gamin là, il y a du niveau, il y a du cuitinistique, on sait que les 2 hommes se respectent beaucoup, et je trouve que Carlos Alcaraz 7-1, 7-3, il a été remarquable. On a la variété et on a le coup fort de Carlos Alcaraz, c'est le coup droit électrisant. Alors il a aussi envoyé des revers debout sur la table, ça on va en parler d'ici quelques instants, mais là il va envoyer une banane, une pépite, ça va basculer à 5-2, et en fait on a vu chez ce joueur des arrondis, on a vu des amortis, on a vu des petits slides de temps en temps, assez rares, on a vu de la temporisation, et il sait précisément identifier les coups où il faut envoyer des bananes. Et ça, on va comparer avec 2 autres joueurs, Shapovalov et Gaël Monfils, eux, ils savent pas toujours quand il faut envoyer la small, quand il faut temporiser, et ça fait la grande différence au très haut niveau, entre un coup gagnant, une faute directe, c'est de bien identifier les coups attaquables, et ceux où il faut faire une remise, essayer de se remettre dans le point, reprendre une position avantageuse sur le court, et ça Carlos Alcaraz, déjà à 19 ans, il a tout capté. Alors, c'était pas un très bon Rafa qui a profité de la baisse de régime logique de la part de Carlos Alcaraz dans le 2e set. C'était une baisse de régime physique, mais aussi je pense un peu mentale, il était perturbé par cette cheville, petite douleur, il a eu un petit peu de mal à passer outre ça, il a réussi à se remotiver dès le début de la 3e manche, mais on a vu un Rafa qui a essayé de se battre au maximum, et qui a surtout essayé d'arrondir, d'attendre la faute, mais c'est pas une stratégie qui a été vraiment payante sur le long terme, et surtout on a vu à quel point il y avait encore des limites dans le jeu de Rafael Nadal, qui en période de reprise, en termes de premier pas, en termes de dynamisme sur les changements d'appui, il s'est fait assez enfoncer en fait par Carlos Alcaraz, qui une fois qu'il avait mis Nadal dans les cordes à 3-4 mètres de la ligne de fond, pouvait continuer à appuyer dans l'espace ouvert, envoyer une petite amortie. Donc en fait Nadal il a été dans la résistance quasiment pendant toute la partie, je compte pas le 2e set, ce qui fait que la victoire elle est totalement logique de la part de Carlitos. On a parlé des coups électrisants, on a parlé
parlé du QI tennistique, mais il y a aussi un truc qui est super important au tennis, hein, c'est le courage, le tempérament. Ici, il sert pour le gain de la rencontre. Tellement de joueurs contre Rafael Nadal vont rester sur la ligne, vont pousser la balle, vont attendre un peu la faute, vont se dire putain je peux battre Rafael Nadal peut-être là sur terre battue à Madrid, j'ai tellement envie de le battre, ça fait depuis que je suis tout gamin que je regarde Nadal faire des exploits, du coup je vais un petit peu temporiser. Bah non, c'est pas du tout l'ADN de Carlos Alcaraz. Service volé sur le premier point, il va déposer une volée là, il profite de la position très reculée de la part de Nadal. L'intelligence tactique, la clairvoyance, le courage, c'est le full package, hein, Carlos Alcaraz, et je sais que certains d'entre vous, et je le lis aussi sur Twitter, sont là, ouais, il y a trop de hype, arrêtez avec ce joueur et tout. Non, c'est vraiment the real deal, ce mec. Et on termine avec la reco du jour, la demi-finale explosive demain à Madrid entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. On attendait ce match à Monte-Carlo, on l'aura à Madrid, la première rencontre entre la légende Novak et la pépite du tennis mondial Carlos Alcaraz. 3 clés pour bien comprendre cette opposition. La première, ça va être les sensations et la mobilité de Carlos Alcaraz. Est-ce que ce qui s'est passé lors du deuxième set contre Nadal, c'est grave ou pas? Est-ce que quand l'adrénaline va retomber, quand la température du corps va baisser, la douleur ne va pas apparaître à ce moment-là? Alors est-ce qu'il va pouvoir jouer totalement d'une manière fluide demain? Ça va être une première question. La deuxième clé de cette rencontre, ça va être la motivation extraordinaire de Novak Djokovic, ça j'en suis sûr. Il a remporté 2 matchs assez simples parce que les joueurs n'étaient pas à leur niveau habituel. Monfils et Hurkacz, vraiment, ils ont tendu leurs fesses pour se faire battre. Là, ce sera, je pense, une autre musique contre Carlos Alcaraz qui va vouloir se farcir les 2 légendes en back-to-back. Mais pour Novak, je pense que c'est une victoire qui pourrait lui faire beaucoup de bien, qui pourrait vraiment le faire rentrer pleinement dans sa saison. Et la dernière clé pour moi, elle est assez évidente. On est à Madrid. Novak Djokovic va avoir affaire à un relanceur de très grande qualité. Il va falloir avoir un service au même niveau que face à Hurkacz et essayer également d'embourber Carlos Alcaraz au maximum. S'il se prend des 1-2, s'il laisse l'électrique Carlos Alcaraz jouer son tennis, ça risque d'être difficile pour Novak. Donc, comme à son habitude, Novak, il va falloir sortir les barbelés. Je donne un léger avantage à Carlos Alcaraz sur ce match, 55-45. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires et on se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.